Bonsoir, bienvenue dans ce premier iWeek de l'année 2016. Très bonne année à vous et je me tourne tout de suite vers mes camarades. On se souhaite et on vous souhaite tous une bonne année. Merci beaucoup les amis, c'est reparti pour un an d'iWeek. Toute l'actu Apple en live ou presque, vous nous excuserez pour aujourd'hui. CES de Las Vegas oblige. On a anticipé cette émission très légèrement pour ne pas rater le rendez-vous et puis vous proposer cette heure qui va nous permettre de partir à la découverte, ou en tout cas on va essayer de 2016 côté Apple. On va jouer les Madame Irma aujourd'hui et je sais que c'est un exercice que vous adorez, n'est-ce pas ? Ouais, ça peut être sympa, ouais. Voilà. Après Dark Vador, Guillaume, tu vas pouvoir jouer les boules de cristal. Je vais utiliser Jean-Christophe pour faire la boule de cristal en dessous de moi. Qu'est-ce que je vois dans la tête de Jean-Christophe. Bon, l'idée, c'est de passer en vue, évidemment, toutes les gammes de produits chez Apple. On va peut-être élargir aussi à l'écosystème un peu plus largement. On va essayer de vous donner des idées de dates, de moments dans l'année auquel il pourrait se passer des choses. Bref, on est parti pour une heure de prédiction à la Madame Irma dans iWeek. À tout de suite. Voilà, 2016 dans le monde Apple. On va essayer de prendre les événements tels qu'ils pourraient se présenter chronologiquement. Alors, première question, à votre avis, il va falloir attendre combien de temps avant qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose, vous le voyez arriver quand ? Qui veut prendre la main sur ce tout début d'année ? Moi, je pense un peu... faut attendre le mois de mars, avec peut-être une nouvelle déclinaison de l'Apple Watch et un iPhone 6C qu'on nous annonce. Alors, généralement, en janvier-février, c'est toujours très calme chez Apple. Ouais. L'hiver va être long comme d'habitude ? J'ai l'impression. Pas forcément. Ou pas. Elie. Moi, je pense que pour les grandes annonces, donc je suis d'accord avec Teddy en ce qui concerne peut-être une déclinaison de l'Apple Watch, probablement une déclinaison de l'iPhone, et on a entendu parler d'un iPad Air 3 pour le mois de mars, donc ça, c'est pas impossible. Mais n'oubliez pas que la gamme de produits Apple est généralement rafraîchie en cours d'année. Et janvier, février ont toujours été des moments pour rafraîchir les portables. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau MacBook Air, juste un speed bump ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau MacBook Pro ? Mais encore une fois, sans que ce soit des annonces majeures, c'est pas impossible parce que souvent Apple utilise les mois de janvier, février, plutôt d'ailleurs février, pour ce type d'opération. Pas de keynote, mais juste un speed bump. Ouais. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce début d'année ? Comment tu le vois ? Est-ce que ça va être le même rythme que d'habitude ou est-ce qu'il peut se passer autre chose à ton avis ? Je pense qu'aujourd'hui, Apple a plus de règles établies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dizaine d'années, il y avait encore beaucoup de conférences. On savait que en janvier, mars, avril, juin, et puis septembre, ils avaient des conférences et ça donnait le là pour la suite. Aujourd'hui, le rythme d'Apple est totalement modifié. C'est plus forcément des gros événements qui font des grosses annonces. Ça peut être juste des fois des communiqués de presse pour annoncer ne serait-ce qu'une nouvelle version de système ou des choses comme ça. Donc, je sais pas du tout. Maintenant, je m'attends à tout et n'importe quoi avec Apple. Ils peuvent très bien se dire, demain, on sort un truc et puis voilà. Peut-être que la semaine prochaine, ils vont faire une annonce pour peut-être un produit qui sera mis à jour et puis qu'il y aura peut-être plus rien avant 2 mois. Ou alors il y a un gros événement fin janvier ou début mars et puis ça annonce une vague d'appareils pour la suite, quoi. Donc maintenant, je pense qu'Apple s'est affranchi du dogme de on doit faire une conférence tous les X mois. Ils font le lancement quand ils se sentent prêts. Puis voilà. Ouais. Jean-Christophe, toi, avec Guillaume. Jean-Christophe, toi qui es l'Américain, momentanément à Paris, tu as un regard légèrement différent. Qu'est-ce que tu penses de ce à quoi pourrait ressembler ce début d'année ?
Je suis assez d'accord avec Guillaume. Il y a deux facteurs vraiment à prendre en compte et qui vont rendre 2016 extrêmement intéressant. Le premier, c'est que Apple a fait pour la première fois en 2015 une méga conférence. C'est-à-dire qu'on n'a plus cet aspect un produit ou une gamme de produits, une conférence, puisqu'en septembre, on a eu, si je me trompe pas, à la fois l'Apple TV, l'iPad Pro, un Mac, si je me trompe pas. Enfin voilà, donc tout est un peu bouleversé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu des délais de fabrication et de livraison qui font que, en termes de temps marketing, on vient à peine d'arrêter de parler de l'iPad Pro, qu'on nous présente comme le remplaçant idéal du portable. Tim Cook a expliqué qu'il se baladait plus qu'avec un iPad Pro. Du coup, lancer un MacBook tout court. Rapidement après, ça me paraît curieux. Enfin voilà, il va y avoir 2016 va être intéressant parce que je pense qu'on va trouver un nouveau message d'Apple, peut-être moins formaté, mais effectivement avec des produits qui sont pour le coup bien établis, bien campés. En effet, peut-être moins de grand-messes, avec des speed bumps. Clairement, les iMac ont été renouvelés il y a pas très longtemps et Eli pourra me corriger, mais je crois qu'ils utilisent des processeurs de portable qui pourraient se retrouver dans des MacBook Pro, par exemple. Le MacBook Air, je serais pas étonné qu'il soit enterré très discrètement à la faveur justement d'un nouveau MacBook. Parce que bon, le premier MacBook en fait était comme le premier MacBook Air, un peu décevant, il manquait des trucs, il n'était pas tout à fait fini. Voilà, donc je pense que 2016 va être une année assez riche, mais justement avec moins de fêtes carillonnées. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec vous, les amis. Moi, j'attends avec pas mal d'impatience, effectivement, le renouvellement de la gamme de MacBook Pro, parce que la dernière mise à jour, si je ne m'abuse, date du mois de mai dernier. Oui. Donc, on arrive au terme des 9 mois, à la fin desquels, généralement, il se passe des choses. Et même plus intéressant. Si mes souvenirs sont bons, les MacBook Pro Retina sont arrivés en 2012. Et historiquement, chez Apple, un boîtier dépasse rarement les 3 à 4 ans. Donc, il ne serait pas surprenant qu'on commence à avoir une évolution des boîtiers des MacBook Pro de 15 pouces et 13 pouces vers quelque chose de peut-être de plus fin encore ou peut-être un petit peu différent, je ne sais pas. Donc, il y a probablement des bonnes évolutions à attendre sur le côté des MacBook Pro cette année. Ouais. Et puis, c'est la machine qui attend le plus de rafraîchissement, évidemment, c'est le MacBook Air, puisque le MacBook Air, lui, n'a pas été mis à jour depuis un paquet de temps au niveau de son aspect physique. Et là, la machine commence vraiment à être un peu fatiguée en termes techniques, puisqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'écran Retina sur ces machines, donc ça commence à faire vraiment tâche, puisque là, ce sont quasiment la seule gamme de machines de la gamme à ne pas avoir d'écran Retina. Et là, la mise à jour se fait vraiment, va vraiment devoir se faire cette année. Alors, on va prendre les produits, les gammes de produits dans l'ordre dans lequel on les a abordés en fait lors de l'émission qui a fait la rétrospective de l'année 2015. C'était la semaine dernière si vous étiez avec nous. Alors, on a pas mal parlé de cette Apple Watch numéro 2 qui pourrait arriver, Eli, en mars pour une disponibilité en avril. Absolument. Alors, bon, si on part de l'Apple Watch numéro 1, des critiques qu'on lui a faites, qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, à votre avis, évoluer dès cette version 2 ? Ce qu'on attend, c'est une Apple Watch qui soit plus légère, plus fine en tout cas, peut-être un peu plus légère et avec un peu plus de capteurs biométriques, puisque une des déceptions par rapport à l'annonce initiale, c'est que finalement, on peut avoir son rythme cardiaque, point, c'est tout, alors qu'en fait, elle devait mesurer la pression, donc elle devait faire presque le café, donc un peu plus de capteurs biométriques, on va dire, pour que ce soit un vrai objet dans le domaine de la santé, mais c'est compliqué. Alors, c'est étonnant parce que tu t'arrêtes uniquement sur l'aspect capteur, sur l'intelligence et pas sur le design en tant que tel. Si, plus fine. Plus fine, voilà. Je les vois mal abandonner la Digital Crown, même si, parce que c'est un des arguments majeurs de Jonathan Ive. Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus dans la montre, mais je vois pas ce qu'il pourrait rajouter d'autre. On a parlé d'une caméra, mais honnêtement, est-ce que ça serait indispensable que l'Apple Watch ait une caméra intégrée ?
À part pour faire du Dick Tracy et d'avoir des conférences FaceTime que tout le monde peut écouter parce que c'est en main libre, je ne sais pas. Pour prendre des photos discrètes, je sais pas. Ça pose des problèmes de confidentialité énormes, je trouve. Déjà avec le smartphone, on peut faire des choses discrètes, mais alors avec une montre, les voyeurs dans le métro vont s'en donner à cœur joie. Et puis dans les entreprises, déjà que c'est un problème avec les téléphones, justement que les smartphones avec appareil photo peuvent poser problème de confidentialité. Alors là, je te raconte même pas si c'est le cas d'une entreprise. Tu veux dire, tu dois laisser ta montre et ton téléphone à l'entrée de la boîte avant d'entrer en réunion. Ça devient un peu trop compliqué, je pense. Donc moi, je vois pas l'intérêt. Enfin, je trouve que l'intérêt est très relatif. Pour moi, la Watch, en fait, elle est top quand elle permet de se passer son téléphone parce que justement, on a besoin de répondre à un coup de fil rapidement, qu'on a besoin d'envoyer un petit message rapidement. Mais de là, le but n'a jamais été de dire elle se substitue au téléphone de toute façon. Après les améliorations, bon, je pense que pour Apple, l'autonomie est suffisante. Ils doivent se dire qu'une journée et demie, ça suffit largement. Tu plaisantes, Guillaume. Suffisante. Mais parce que toi, tu t'en sers beaucoup. Moi, honnêtement, je n'ai jamais fini à moins de 60% de batterie. Oh là là, non, je suis comme Ellie, moi. Mais alors, je pense qu'on va avoir un sujet intéressant justement sur la Watch, parce que moi, je l'aimerais plus fine et plus rapide, et je suis pas sûr qu'on puisse avoir les deux. Or, à mon avis, on va vraiment voir une lutte entre Jonathan Ive et Phil Schiller. Qui va gagner? Est-ce que Jonathan Ive est suffisamment content de son design pour la laisser, entre guillemets, aussi épaisse qu'elle ne l'est, et donc elle sera plus rapide parce qu'on pourra augmenter le processeur sans en changer la taille. Voilà, il va y avoir cette tension-là qui va être très intéressante à observer. Clairement, aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux défauts majeurs de la montre, et je sais pas si on peut faire au bout de seulement 1 an, des processeurs plus petits qui permettent d'affiner. Voilà. Je suis vraiment étonné que vous disiez que l'autonomie, ça va très bien comme ça, parce que vous devez être très discipliné, parce que moi, quand j'oublie de la recharger un soir, le lendemain, j'ai plus de montre. Ah oui, mais alors, moi, j'oublie pas. Eh ben non. le truc, si tu veux... Non, ce qui est vrai, c'est que, et c'est intéressant, c'est aussi une entrée d'Apple en toute fin d'année qui pourrait annoncer des choses en 2016, c'est que Apple a créé cette espèce de coussin chargeur, et vraiment, l'idée, c'est qu'il faut charger sa montre tous les soirs, mais ça devient une routine, comme on charge son iPhone, Voilà. En fait, moi, j'ai le petit stand qu'on avait présenté lors de l'émission des cadeaux, celui qui coûte 19 €, qui est tout petit, tout discret, qu'on peut emporter dans sa valise. Et comme il est sur ma table de chevet, effectivement, avant de me coucher, je pose la montre dessus, et comme il est déjà branché et qu'il a son câble et son transfo, je pose la montre et se charge, quoi. Je me pose même plus la question. Ouais, je fais la même chose, et en fait, après, je prends la montre, je la mets au poignet, je vais me doucher, et puis après, je ressors, et elle est toujours là, et puis voilà. Ouais. Bon, ok. Je trouve pas très exigeant là sur la montre pour l'instant. Non, mais c'est compliqué. Éventuellement dénoter un peu, c'est-à-dire que moi, ce que je demanderais à une nouvelle version de l'Apple Watch, c'est que enfin, elle me donne envie de l'acheter, parce que pour l'instant, je suis le seul, je crois, dans la bande à pas avoir craqué, parce que pour l'instant, c'est un produit qui m'a toujours pas convaincu. J'ai pas été convaincu par le design. C'est rare que je sois déçu d'un produit Apple au niveau du design, et en l'occurrence, pourtant là, ça a été le cas. Et j'étais aussi déçu de moi, je m'attendais à ce que les développeurs apportent plus d'usage à cette montre, parce qu'au final, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques temps en arrière, c'est que la plupart des gens qui possèdent cette montre finalement utilisent très peu de fonctionnalités parmi toutes celles qui sont proposées. Donc ça reste assez basique, et pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est pas spécifique à l'Apple Watch, je dirais que c'est valable pour l'ensemble des montres connectées du marché. J'ai pas encore trouvé vraiment l'usage qui fait que ça, pour moi, ça devienne indispensable. Mais tu veux pas qu'on te mette Android avant de l'acheter quand même. Rassure-nous. J'ai pas compris. On te laisse quand même WatchOS. Il faut pas mais du gear Android pour que tu l'achètes. Non. Du tout, non, absolument pas. Juste un petit truc. Je pense que là, en fait, c'est une erreur classique, c'est de penser qu'il faut une killer app pour que la Watch soit un bon produit, considéré comme un bon produit. Pour moi, l'Apple Watch, c'est la somme de tous les petits trucs qu'elle fait en plus, qu'il faut qu'à la fin de la journée, je me dise, c'est quand même un produit qui est assez agréable à utiliser, qui m'apporte des petits plus, qui me facilite la vie. Maintenant, si vous attendez qu'il y ait une killer app qui vous donne envie de l'acheter, et puis dites, là, je vais utiliser ça toutes les demi-heures, faut pas rêver, à mon avis, ça n'arrivera pas. Il y a surtout que l'écran est limité, les interactions restent limitées, donc c'est pas sur... L'Apple Watch est comme
tous les appareils aujourd'hui qui se porteront sur le poignet resteront limités de ce côté-là. Et je pense pas qu'il y aura aujourd'hui ou demain un usage en particulier qui vous fera dire il me faut absolument un Apple Watch et puis voilà. Par contre, pour moi, et pourtant si. Et moi, de mon point de vue, c'est un beau produit que j'ai quand même plutôt tendance à oublier à la fin de la journée sur mon poignet. Donc de ce côté-là, le pari est plutôt gagné, qui est plutôt agréable à porter, même si effectivement elle fait un certain poids. Mais enfin, on porte des fois à mon avis, des montres bien plus lourdes que ça. Et puis voilà quoi. Et la somme des petits tout au fur et à mesure de la journée que ça m'apporte me fait dire que finalement ça reste un bon produit. Je te donne un exemple. Ouais, juste un exemple. Élie, donne-moi une seconde, parce que vous évoquiez c'était toi Jean-Christophe, hein, ce coussinet, c'est de ça dont tu parlais ? Oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pas 19 €, c'est 79, hein. Non, mais moi je te parle ça. du non-Apple. Ah, d'accord. Celui qu'on avait présenté à l'émission des cadeaux de Noël. D'accord, effectivement, ok. En termes de design, la bataille, elle se joue sur la finesse pour toi, Jean-Christophe. Je vais poser la question qui fâche, mais est-ce qu'il est envisageable que l'Apple Watch devienne ronde ? À mon avis, non. Je pense pas, non, je crois pas. Non, je crois pas. Ils ont trop travaillé sur WatchOS pour bousculer l'interface si vite. Ouais. Donc, à mon avis, non, elle est clairement conçue pour une montre carrée. Après, ma vraie montre est une montre carrée, donc ça me va bien. Mais j'aurais bien aimé que la Watch soit ronde. Ouais. Jean-Christophe, je profite que tu parles, juste essaye de dégager ton micro. J'ai l'impression que c'est le micro qui frotte un petit peu à nouveau depuis tout à l'heure. Et vous voulez pas ma Killer App alors ? Si, vas-y, bien sûr, évidemment. Parce que pendant le développement de l'Apple Watch, il y avait eu beaucoup de rumeurs, et en particulier, il y avait une rumeur qui avait fuité sur le fait qu'Apple avait débauché à prix d'or un des cofondateurs de la technologie THX, et donc quelqu'un qui travaille dans la recherche fondamentale et qui travaille depuis des années et des années, mais pas avec autant de moyens qu'il peut avoir chez Apple, sur le fait d'écouter le bruit que fait le sang dans les artères. Et lui, il se donnait comme mission, et c'est sa mission dans la vie, de pouvoir prévoir un infarctus rien qu'en écoutant le bruit, parce que quand une artère commence à se bloquer, elle produit un bruit caractéristique que les cardiologues connaissent, mais évidemment, on n'est pas couché dans un divan de cardiologie 24 heures sur 24. Si Apple arrive, je ne sais pas si c'est possible, mais à mettre au point une application avec un capteur ou autre chose qui fait que la montre te prévient avant que tu aies un problème cardiaque quelques heures avant, qui n'achèterait pas ce produit ? Alors c'est marrant que tu parles de ça, Élie, parce que justement, c'est à ça que je pensais, parce que moi j'ai vu il y a quelques mois en arrière une émission sur, je ne sais plus quelle chaîne, enfin bref, peu importe, sur le futur de la santé connectée. Et voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui, là pour le coup, susciterait mon intérêt. Si on pouvait prévenir les infarctus, les AVC, des choses comme ça, grâce à un appareil qu'on porte au poignet. Alors là, effectivement, oui, je suis prêt à y mettre le prix, sans problème. Eh bien, l'ingénieur qui travaille le plus en pointe dans le monde sur ce domaine est chez Apple maintenant. Mais on ne sait pas ce qu'il y fait, mais il est chez Apple. Je relance mon appel. Ce n'était pas Jean-Christophe, mais l'un de vous a son micro qui frotte. Essayez de les dégager un petit peu pour pas qu'il y ait de contact avec vos vêtements notamment. On entend un petit sorte de petit grésillement, Je fais juste un point rapide. Oui, Jean-Christophe. Je fais juste un point rapide pendant ce temps-là. Le problème pour la Killer App d'Eli qui serait vraiment impressionnante, c'est que le souci n'est pas technique. Il est avant tout réglementaire. Et que c'est pour ça qu'Apple a désactivé, a priori, des capteurs sur la version de cette année. Non pas parce que la Watch n'en était pas capable, mais que les autorités, notamment américaines, ne reconnaissent pas la Watch comme un medical device, comme un dispositif de santé, et que avoir ces autorisations-là changerait en fait le cycle de développement et donc de vente de la montre de manière extrêmement drastique, et sans parler des autres pays. Donc je pense malheureusement que comme une killer app comme ça doit être validée par toutes les autorités locales, on va l'attendre un certain temps parce que Apple est plus occupé aujourd'hui, et on les comprend, à vendre des montres qu'à résoudre ce type de problème. Ouais. On va essayer d'arranger le problème définitivement. Ton micro, à chaque fois, re-rentre dans ton pull, ça frotte contre ta barbe. C'est ça qui fait qu'on entend aussi par moments des petits bruits. Donc, fais bien attention. On va essayer de ne pas passer l'émission sur ces petits problèmes de micro quand même.
Voilà, nous aussi, on a nos petits, pas nos petits bugs, mais en tout cas nos petits ajustements en cours d'émission. Sur l'Apple Watch, est-ce que vous avez autre chose à souhaiter, à ajouter? Non, sujet suivant. Sujet suivant. Voilà. Ouais, sans regret. On en a parlé sans arrêt cette année, ça suffit, quoi. Ok, alors on va s'arrêter un tout petit peu plus longtemps qu'on l'a fait en introduction sur le sujet des portables. Et peut-être une évolution à la fois assez radicale en termes de design, ce que tu disais, Guillaume, qui n'est pas impossible. Et puis peut-être aussi, toi, Jean-Christophe, tu imagines une disparition du MacBook Air? Vraiment? Ah oui, complètement. Je vois pas comment Guillaume le MacBook peut cohabiter plus longtemps avec le MacBook Air, sachant qu'Apple pousse, comme le disait Guillaume, le Retina, l'USB-C et une nouvelle technologie de batterie, enfin tout ce qu'on a déjà vu en préversion dans le MacBook actuel. Le MacBook Air n'a d'intérêt que par son prix. Et donc un MacBook Air plus performant perdrait son statut de produit d'Apple. Du coup, je vois pas comment les deux peuvent cohabiter. Et en plus, le MacBook Air, qui est une machine que j'adore et avec laquelle je vous parle aujourd'hui, existe depuis maintenant près de 5 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'est quand même 2010. très long, même pour un cycle Apple. Oui, mais tu parles du prix, justement, Jean-Christophe. Le MacBook Air est quand même nettement moins cher que le MacBook. Et si on supprime le MacBook Air, on n'a plus de Mac portable à moins de, combien, 1300, 1400, c'est ça? C'est à Apple de baisser le prix. C'est là où je pense que je suis pas d'accord avec Guillaume. Je pense que le MacBook Air, s'il est renouvelé, ce sera un petit speed bump à la marge, mais que le Retina aujourd'hui bousculerait l'échelle tarifaire, et ça, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on a... Mais cela dit, non, je suis pas forcément contre ton idée. J'avais déjà entendu parler. Effectivement, si Apple se lance dans l'idée de dire, maintenant on baisse réellement le tarif des MacBooks, du MacBook pour le rendre accessible à beaucoup plus de monde, et qu'ils sont capables de le faire. Hein, je veux dire, on sait que les marges chez Apple doivent quand même pas être négligeables sur ce produit, et ils seraient capables de le faire. Maintenant, la question, c'est quid des portables 11 pouces, parce que 12 pouces, c'est quand même un grand 12 pouces, donc ça fait quand même une différence significative en termes de taille. Est-ce que Apple serait prêt à abandonner ça? Je sais pas. Maintenant, mais pourquoi pas? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'Apple pourrait effectivement se contenter de juste speed bumper ou améliorer les caractéristiques internes des MacBook Air, et par contre donner un peu plus d'amour en baissant peut-être un peu le prix sur le MacBook pour que ça devienne une vraie machine accessible au grand public. D'autant que si je me souviens bien, corrigerai si je me trompe, mais il me semble que pour le MacBook Air, justement, quand il était apparu, il était assez cher et il avait ensuite baissé, donc peut-être qu'on pourrait avoir la même chose. La première génération était très chère. Voilà, la première génération, celle de 2008, qui était donc le premier modèle de MacBook Air, était effectivement assez cher, était plus cher qu'un MacBook. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était un peu surprenant de voir que le MacBook devenait un produit plus haut de gamme l'année dernière, puisqu'en fait, ça a changé un peu la définition des gammes chez Apple, du coup, au niveau des portables. Mais effectivement, après, en 2010, il y a eu le redesign complet des MacBook Air lorsqu'ils sont passés en mode tout SSD, et beaucoup plus fin encore. Et là, à ce moment-là, la machine est devenue beaucoup plus accessible pour le grand public. Et le carton qu'on connaît, c'est un vrai carton pour Apple. Ils ont vendu des palettes de cela. Donc maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce que le MacBook 12 pouces peut aller concurrencer le MacBook Air sur ses plates-bandes? Là, ça va dépendre du marketing d'Apple, en fait, je pense, surtout. Ouais. Donc si je comprends bien, vous dites que le MacBook Air pourrait devenir presque périphérique, on va dire, avec le MacBook et le MacBook Pro qui font l'essentiel de la gamme. Est-ce que les tailles d'écran vont évoluer? Est-ce que vous comprenez rétrospectivement la disparition du 17 pouces? Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que un très grand écran peut revenir dans la gamme à votre avis? Moi, je crois pas. On pourrait avoir un MacBook, donc celui qu'on connaît actuellement 12 pouces, décliné en 14 et en 16, et le 16 remplaçant à la fois le 15 et le 17 qui n'existe plus, mais qui a une taille un peu intermédiaire, et donc au-delà du 15. 14 et 16, on peut y croire. Maintenant, quand on regarde le MacBook 15 pouces, il a quand même de la marge sur les côtés pour être plus grand. Hein. On perd 1 centimètre sur les bords chaque côté, facilement. Donc, il y a de quoi mettre effectivement un écran peut-être 16 pouces sur le MacBook Pro 15 pouces actuel. Après, la question, c'est pas forcément la taille de l'écran, c'est aussi la définition qu'on peut mettre dedans. Et là, la force des écrans Retina, c'est qu'on peut adapter la résolution pour mettre des résolutions intermédiaires avec toujours une netteté impeccable. Puisqu'avant,
quand vous aviez une grande résolution, bah, si vous si vous avez une petite résolution, vous augmentez la résolution, ça vous donne une image toute pas belle. Là, on pourra avoir un écran sur lequel vous changez la résolution comme vous le souhaitez et vous aurez toujours une qualité d'affichage impeccable. Mais il y a quand même une clientèle pour les très grands écrans. Alors, je pense ouais, mais les minimes. Je pense pas seulement aux personnes âgées qui veulent un. Non, de toute façon, ces personnes-là vont pas forcément d'ailleurs prendre un écran, une machine très chère. Hein, faut pas se leurrer. Non, je parle pas d'une machine chère. Je parle d'une machine avec un grand écran. Alors, ça va mais un grand écran, c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu as un grand écran que tu as une bonne définition. Tu pourras. Il faut bien différencier les choses. C'est que tu peux avoir un écran, une téléplasma en 55 pouces, mais si derrière ta définition c'est du 720p, bah tu auras juste une image dégueulasse à l'écran. Tu auras une grande image, mais une image dégueulasse. Donc c'est un peu dommage. Donc, moi, je suis d'accord. Hein. Je pense pas qu'on aura une carrosserie plus grande. Hein. Je pense qu'on peut avoir un écran effectivement qui aille plus vers les bords. Et si on revient à la vidéo de 60 minutes dont on a parlé, peut-être que Apple a essayé de masquer et que cet écran qui était sur la table était peut-être autre chose qu'un 12 pouces. Allez savoir. Mais en tout cas, il avait l'air d'aller jusqu'au bord, celui-là. Ouais. Si on reprend justement les caractéristiques du MacBook, le nouveau là, donc qu'on voit à l'image. Écran Retina, ça c'est une caractéristique qui se généralise sur tous les portables maintenant. Oui, voilà. Hein oui. C'est obligatoire. Dans les nouveautés de ce MacBook, il y a le nouveau système de clavier. Est-ce que vous l'avez approuvé, testé, approuvé? C'est testé pour l'approuver en fait. Apparemment, c'est un clavier qui se fait aimer sur le long terme. Si vous l'essayez une fois ou deux et que vous dites c'est de la daube, ça risque de pas le faire. Il faut l'essayer vraiment sur le long terme pour l'apprécier a priori. Mais je connais beaucoup de gens qui adorent le MacBook pour son clavier et qui n'en changeraient pas, qui ne reviendraient pas en arrière. Mais après, c'est vrai que la frappe est quand même plus courte, donc c'est assez différent quand vous tapez sur ce clavier-là par rapport aux autres claviers. Et c'est sûrement quelque chose sur lequel, on voit bien que sur le MacBook, Apple teste des choses qui iront sûrement vers d'autres machines plus tard, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, on parlait de l'USB-C. Ce qui est assez curieux, c'est qu'au bout d'une année, Apple n'a toujours qu'une seule machine qui est en USB-C. Ils n'ont pas profité, par exemple, du refresh de la gamme des iMac pour intégrer de l'USB-C dessus. Donc ça, c'est un petit point assez curieux. C'est curieux. Mais, c'est curieux. C'est très curieux. Voilà, c'est curieux, effectivement. Et surtout, il manque toujours des périphériques indispensables. Par exemple, on n'a toujours pas de USB-C vers Ethernet. C'est hallucinant qu'on ne puisse pas connecter de l'Ethernet sur de l'USB-C. Il me semble en avoir vu, d'ailleurs. Oui, mais ça fait longtemps maintenant. Moi, je pensais qu'on allait avoir ça dans le mois. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme connecteur, comme câble USB-C utilisable sur Mac? Il n'y a pas grand-chose. Il y a un adaptateur USB-C vers USB qui permet de brancher ensuite des périphériques traditionnels. Il existe... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Il y a une sortie DVI pour pouvoir connecter un écran. Mais ça veut dire que quand on a un MacBook, on ne peut pas se connecter à un réseau Ethernet? Non. Mais que du Wi-Fi? Oui. Ouais. Moi, j'ai trouvé, apparemment, quand même, on trouve des adaptateurs USB-C vers Ethernet pour MacBook. Il y en a. Oui, mais dans le monde, enfin pas chez Apple, mais chez d'autres fabricants, il y en a. Oui, mais enfin, il n'y a pas qu'Apple dans la vie. Bien sûr, justement. Mais en tout cas, on n'en trouve pas facilement en France. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Bon, c'est quand même problématique. Souvenons-nous, alors ça ne rajeunit pas, mais à la sortie de l'iMac, c'est le succès de l'iMac qui a aidé à populariser l'USB, puisqu'il fallait, pour reprendre cette expression que je déteste, tout racheter. Et il fallait quoi? On avait des imprimantes, tout racheter. Ah oui. On rachetait des imprimantes. Ouais. C'est nouveau, il faut tout racheter. Et aujourd'hui, malheureusement, le MacBook est un appareil de niche. Ouais, tu dis que c'est l'iMac qui a popularisé, mais ceux qui ont acheté les premiers, ils ont passé des mois à attendre quand même. Hein. Oh oui. Ah, ça n'a pas été évident. De toute façon, le pari de l'iMac, on pourrait faire une émission entière dessus, mais c'était un vrai pari pour Apple en tous les sens du terme. Si l'iMac avait été un ratage, Apple serait sûrement plus là on serait plus là aujourd'hui pour en parler. Mais l'iMac était un pari et le choix de l'USB était un vrai pari qui effectivement a fait des débats pendant des années et qui fait encore peut-être débat aujourd'hui, mais qui, à mon avis, a été un choix très judicieux de la part d'Apple. Audacieux et judicieux. Après, oui, c'est vrai que ça manquait d'appareil quand ils l'ont lancé, mais ils ont fait le pari de se dire, tant qu'il n'y a pas d'USB
tant qu'il n'y aura pas d'appareil qui ont l'USB, l'appareil de masse, ben les constructeurs feront pas d'appareil sur USB. Puis voilà, et c'était vrai parce que l'USB existait déjà un petit peu depuis quelques temps sur PC, mais ça décollait pas. Apple a donné un coup de pouce qui était important. Windows 98 qui apportait un vrai support d'USB juste après a aussi été un des gros détonateurs pour que la technologie vraiment décolle. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait quasiment rien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple ne pousse pas finalement tant que ça l'USB, hein, mine de rien. Enfin, l'USB-C ne pousse pas tant plus que ça, quoi, je trouve. Et Ellie, comment tu expliques justement que les mises à jour qui ont eu lieu depuis la sortie du MacBook n'utilisent pas, les nouvelles machines n'utilisent pas l'USB-C également, quoi? Ben, c'est une des interrogations qu'on a tous. Hein. Je ne l'explique pas. J'aimerais comprendre, mais je sais pas. Moi, je pensais effectivement que ça allait être décliné puisqu'Apple poussait cette technologie. Et aujourd'hui, on manque un peu d'accessoires. On ne trouve pas. Ça a été adopté sur 1 ou 2 PC, il me semble, l'USB-C, mais ça décolle moins vite que le FireWire. Et c'est normal. C'est normal puisqu'en fait, en réalité, l'USB-C aujourd'hui est adopté par 1/50, je dirais, des produits vendus par Apple aujourd'hui. Puisque la majorité de leurs appareils vendus, c'est plutôt de l'iPhone, de l'iPad, et le MacBook 12 pouces, c'est une part minime de leur vente aujourd'hui. Enfin, on en voit très peu, je trouve, par rapport à ce qu'ils peuvent vendre sur les autres appareils. Et ça n'a pas le même impact marketing que pour avoir l'iMac en 98. Il y a un autre sujet. Ouais, Jean-Christophe. Il y a un autre sujet beaucoup plus terre à terre, et Guillaume en parlait tout à l'heure. Apple met énormément de temps à renouveler le design matériel de ses machines et de manière, enfin je peux me tromper, mais de manière très basique, mettre l'USB-C, ça veut dire changer l'agencement d'une carte mère, ça veut dire changer l'usinage des ports à l'extérieur et donc éventuellement du design de la caisse. Et aujourd'hui, Apple a aucun intérêt à faire ça sur justement soit les iMac, soit les MacBook Pro qui sont des designs qui ont pas encore fait leur temps. Ce sont, à mon avis, des changements qui ont l'air de rien, c'est juste changer un port, mais en fait, je pense que ça a des implications dans la construction de la machine qui font voilà qu'Apple est pas pressé. Et en effet, je pense que quand il y aura un vrai changement, soit de processeur, soit de taille d'écran, soit à ce moment-là, on verra l'USB-C. Je pense clairement que l'USB-C n'est arrivé avec le MacBook que parce que le MacBook était radicalement différent. Et puis, il y a des points sur lesquels Apple n'a pas le contrôle. En fait, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur les chipsets, donc ce qu'on appelle les contrôleurs, par exemple, contrôleurs USB, moi, j'ai appris un truc, par exemple, il y a pas très longtemps, c'est que, techniquement, le MacBook 12 pouces n'a pas de Thunderbolt sur sa carte mère. Enfin, il n'y a pas de Thunderbolt sur la machine, pour des raisons que les contrôleurs USB-C aujourd'hui, il n'y a pas de chipset qui permettait de faire de l'USB-C et du Thunderbolt au moment du lancement de la machine. C'est juste techniquement impossible, personne ne le faisait, et Apple pouvait juste pas le faire parce que Intel, dans leur contrôleur du processeur, ne permettait pas d'avoir un câblage qui permettait, d'avoir un port Thunderbolt sur la machine, quoi, tout simplement. Donc des fois, c'est pas juste qu'Apple ne le fait pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire techniquement. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, on a dit un mot assez complet des portables. On a commencé à aborder le sujet de l'iMac. Tu disais, Jean-Christophe, que le design n'était pas encore arrivé à son terme. Vous ne voyez pas d'évolution conséquente du design de l'iMac dans l'année, par exemple? Rappelle-toi ce que disait Lionel. Tu te rappelles quand Lionel est venu, Lionel Magvidouille est venu dans l'émission, il disait de toute façon l'évolution ultime de l'iMac pour Apple, ce serait grosso modo un morceau de verre. Point. Ouais. Et c'est grosso modo ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fait tu auras juste un morceau de glace sur ton écran et la machine derrière que tu vois quasiment plus rien en fait de la machine. Et ils y sont quasiment arrivés aujourd'hui. Enfin t'as l'écran, t'as quelques ports derrière et puis voilà. Je vois pas trop aujourd'hui ce qu'on pourrait modifier sur l'iMac en fait très honnêtement, à part les qualités de l'écran, le rajout des ports USB-C derrière et du Thunderbolt 3, mais il y a pas grand-chose à mon avis qu'on pourrait faire pour changer radicalement la machine. Mais justement, est-ce qu'il y a pas une nouvelle machine, un nouvel ordinateur de bureau à inventer maintenant? Non, parce que le marché va vers le portable majoritairement. Élie ? Alors, on n'a pas parlé, et Ellie pourra peut-être nous en dire un mot. Moi, la machine qui me laisse perplexe, c'est le Mac Pro. Elle a été lancée pour le coup en fanfare et elle innovait énormément. Et puis on a l'impression, alors je vois ça du petit bout de ma lorgnette, mais à l'Apple Store de San Francisco, qui est quand même un gros Apple Store, qui est dans la région d'Apple, ainsi de suite, il y a un Mac Pro dans tout le showroom, et il est posé là. Pour Apple, on le prendrait pour une poubelle, quoi.
Nous, ils nous Genre ont la forme. demandé de l'enlever du showroom. Donc, est-ce qu'il y a un on n'a plus le désamour droit de de le Mac montrer. Pro? Est-ce que... Non, le Mac Pro, Eddie c'est une situation. Attends, Ellie, qu'est-ce que tu Donc dis je disais que nous, dans le dernier planogramme, qui est le système Apple qui gouverne nos showrooms, ils nous ont demandé d'enlever le Mac Pro purement et simplement. On n'a plus le droit de le présenter au public. Et pourquoi ça? Alors, ça cache peut-être un jour un refresh, puisqu'on avait vu que dans le code source d'El Capitan, donc il faisait allusion à une nouvelle référence de Mac Pro. Donc peut-être qu'il y aura un speed bump, mais je pense qu'ils ont un problème de place dans les boutiques, en tout cas dans les nôtres, et que donc ils ont fait le choix de présenter l'iPad Pro et plus d'Apple Watch, et à la place de ça, ils nous ont demandé d'enlever le Mac Pro et un iMac 27. Donc bizarrement. Le problème, c'est que le Mac Pro, si on regarde historiquement, en fait, Apple avait une gamme où il y avait les iMac qui étaient les machines grand public, éducation, puis les Mac Pro qui étaient les machines pour les professionnels. Et il y a 15 ans, quand on allait par exemple, dans une boîte de communication, boîte de pub, moi j'en ai fréquenté sur Paris, les Mac Pro sous le bureau, les directeurs créatifs, les directeurs artistiques, ils avaient tous un Power Mac G4, G5, puis un Mac Pro sous leur bureau. Mais à partir du moment où l'iMac a commencé à avoir des processeurs beaucoup plus puissants et des beaux écrans, il n'y avait plus tellement d'intérêt à avoir un Mac Pro. Et le Mac Pro, c'est devenu finalement une machine qui est uniquement intéressante, grosso modo, pour le marché de la vidéo et de la 3D. Donc, la part des ventes, évidemment, c'est drastiquement réduite, je pense, sur le Mac Pro. C'est une machine assez coûteuse, c'est une très belle machine, hein. Techniquement, elle est irréprochable à plein niveau. Mais c'est clairement plus une machine qu'Apple va vendre en masse, pas en tout cas dans les mêmes mesures qu'il y a 10 ans. Ça, c'est évident. Donc, pour eux, la représentation n'a était pas suivi, très peu intéressante. Puisque on a l'unité centrale du Mac Pro qui effectivement est irréprochable, mais on n'a toujours pas d'écran 4K chez Apple. On a toujours le vieil écran Thunderbolt avec l'adaptateur. Comment il s'appelle, l'adaptateur MagSafe 1. Donc pour les anciens portables d'il y a longtemps. Qui est vendu à plus de 1 000 €, alors qu'aujourd'hui on trouve des écrans 4K à 200 € un peu partout. Donc il nous manque un bel écran Apple. Et puis le Mac Pro était capable de gérer 3 flux 4K, 3 moniteurs 4K simultanément, sauf qu'Apple n'a pas de moniteur 4K. Donc ça, c'est un scandale. L'autre machine qui a disparu de nos showrooms, c'est le Mac Mini aussi. Ah, alors, oui, elle est justement le Mac Mini. Eh bien, ils nous ont demandé de l'enlever. Alors, on le vend toujours, mais on ne peut plus le présenter. Donc, des fois, c'est un peu frustrant. Là, le fait qu'un client dise « Vous avez le Mac Mini ?» Oui, mais il n'est pas en exposition. « Vous avez le Mac Pro ?» Oui, mais il n'est pas en exposition. « Vous avez quoi dans vos showrooms ?» On a des iPads. Donc, bon, c'est un peu... ça montre une évolution quand même qui n'est pas facile à expliquer. Ouais. Est-ce que c'est pas inquiétant qu'Apple fasse des Macs qu'Apple choisit de ne plus montrer? Si on regarde les revenus d'Apple froidement, ce que représente l'iPhone aujourd'hui et l'iPad et iOS en général, plus la partie musique, la partie ordinateur représente, c'est entre 15 et 20% des revenus Apple. Donc, à un moment donné, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils vont dire ça va représenter 10 à 15%, allez, 15 à 20% de vos showrooms. Donc, vous avez un iMac 27 Retina, donc le 5K, vous avez un iMac 21 4K. Si celui-là on pouvait éviter de le montrer, mais on en a déjà parlé, mais bon, il est là. Et puis on a beaucoup de portables Retina, et puis on a des iPads Retina. Donc le tout est le mot Retina qui est répété. Et si un jour on a une Watch Retina ou un Mac Pro Retina ou un Mac Retina, un Mac Pro Retina. Je pense qu'après, il ne faut pas se leurrer. Quand tu es dans une salle d'exposition, si tu regardes, le plus important, effectivement, c'est l'écran. Après, comme l'a précisé Ellie, le Mac Pro, tu n'as pas d'écran spécifique à mettre dessus. Donc, pareil pour le Mac Mini. Donc, après, une fois que tu as montré les caractéristiques d'un iMac, d'un Mac Pro ou d'un Mac Mini, la seule chose qui va changer, grosso modo, ça va être la consommation électrique, les ports à l'arrière de la machine et les processeurs. Le reste après, ce sont des caractéristiques techniques pures, je dirais. Bon, le design de la machine en lui-même est relativement, je dis bien relativement, peu important. Donc pour moi, ça me surprend pas qu'Apple dise effectivement que les produits, ils mettent en avant l'iMac qui est la machine de bureau qu'ils vont plus vendre de toute façon et qu'ils laissent un peu en arrière le Mac Mini, le Mac Pro, même si j'adore le Mac Mini et que c'est une machine absolument géniale et que effectivement je regrette qu'Apple ne la mette pas plus en avant. Ils ont jamais fait de pub autour, ils ont jamais cherché à le pousser plus que ça, alors qu'effectivement c'est une machine topissime. Même si les dernières versions sont un peu moins bien parce que beaucoup moins facile à mettre à jour, à upgrader en interne, donc ça c'est un peu dommage. Bon, est-ce qu'on passe à la WWDC ? Et puis la partie graphique aussi était vachement décevante sur ces nouveaux Mac Mini, Guillaume. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier, voilà, après ce que je veux dire surtout, c'est qu'après, les machines d'exposition sont là surtout pour
pour mettre en avant les performances, mais surtout le système. Donc après, le système, que ce soit sur un Mac mini, un Mac Pro ou un iMac, c'est le même système, hein, c'est l'OS 10. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, hein, la force d'OS 10, c'est que tu peux copier le système d'un Mac mini, le mettre sur un Mac Pro, ça fonctionne. Le Mac Pro, il démarrera, il fonctionnera à 100% de ses capacités. Ça, tu peux pas le faire avec un Windows. Donc, mais quelle bonne transition. Et si on parlait de système, justement, la WWDC, le mois de juin. Alors vas-y, vas-y Elie, à toi. Non, je disais ça parce que sinon on fait toute l'émission sur le mois de mars. Hein. Non, parce qu'on a. Donc on avance, le mois de juin, WWDC. On va aussi parler du mois de septembre dans quelques instants et j'espère. de la nouvelle génération d'iPhone. Donc WWDC, OS 10, Grand Canyon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Grand Canyon. Ah bon? C'est sûr du nom. Tu mises là-dessus, toi? Non, j'en sais rien, je suis à Paris, mais voilà, c'est un Paris débile. Hein. C'est pas en Californie, hein. C'est pas en Californie. C'est pas en Californie en plus, bon, j'ai tout faux. Las Vegas, hein, puis c'est tout, voilà, et j'en sais rien. Non, je sais pas en Californie non plus. C'est pas en Californie non plus. Oh, fait chier. Je suis nul. Le mec, il a fait langue vivante, anglais langue vivante à la fac, et il sait même pas ça. Laissez tomber. Elie, toi qui ne colportes pas des rumeurs ou des sentiments personnels, dis-nous ce que tu attends de cette conférence mondiale des développeurs Apple qui généralement a lieu au mois de juin, mais on n'a pas encore les dates officielles. Non, c'est vrai, et je pense qu'ils vont battre un record. L'ensemble des tickets sera vendu en 3 secondes et demie, et donc on ne pourra pas y aller malheureusement encore une fois. Mais tu ne plaisantes pas en disant ça. Ça après maintenant, c'est un tirage au sort. C'était vraiment un grand moment. Mais sinon, qu'est-ce que j'attends? Bon, forcément une évolution de macOS 10, on vient d'en parler, quel que soit son nom, donc ce sera du 10.12 quelque chose, et une évolution d'iOS. Alors, étant donné qu'on vient de sortir d'un cycle de consolidation pour les deux produits, macOS et iOS, sans grande fonctionnalité et qu'Apple tient à sa part de marché, je pense que cette année, on va voir des évolutions majeures de macOS et d'iOS avec des killer fonctions, lesquelles je n'en ai aucune idée. On peut essayer d'imaginer, mais je pense qu'il va y en avoir. Jean-Christophe. Siri sur macOS 10. Ça fait deux versions d'OS qu'on annonce. Ça va forcément arriver. Ouais. Alors moi, tu sais que moi, je suis pas sûr que ça arrive. Et c'est pour une raison toute relativement bête. Mais en fait, là, il faut qu'Apple en réfléchisse comment le faire. C'est quand tu as deux appareils, ton iPhone et ton Mac devant toi, si tu dis Siri, lequel doit réagir en premier? Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Ils se parlent entre eux. Ils réagissent tous et genre... oui, je sais plus. Voilà, c'est un peu le bordel. Et c'est la question que je me pose, c'est comment Apple peut envisager Siri dans un modèle où tu as plusieurs ordinateurs, appareils. T'as ton iPhone, moi j'ai tout le temps mon iPhone en train de charger devant moi. Si je me mets à dire dis Siri devant mon Mac, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est la question. Oui, mais Siri... Aujourd'hui, il faut bien voir que, indépendamment de Vive, dont on parlera peut-être plus tard, qui est l'intelligence artificielle, pour Apple aujourd'hui, Siri est beaucoup plus que l'assistant vocal, puisqu'il est interfacé avec Plan, il est interfacé avec les applications qu'on utilise fréquemment. Il y a un vrai écosystème derrière Siri. Donc, je trouve étonnant que le Mac, il y a HomeKit, le contrôle à distance des appareils domotiques. Je trouve étonnant que le Mac en soit exclu, alors que ça paraît pas très compliqué, puisque les briques devraient être adaptables d'iOS à macOS 10. Je pense qu'il y a des questions par rapport à la gestion du son, la gestion des microphones, qui peut pas être forcément si évidente en fonction de l'environnement. Ça peut être un problème. Donc, savoir bien gérer la reconnaissance quand tu as ton téléphone à portée de main, puis qu'il y a des micros dédiés avec justement des systèmes d'environnement sonore et autres. Et puis, quand tu es dans un bureau avec plusieurs personnes qui travaillent, est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que c'est adaptable? C'est pas impossible, hein, parce que moi, je pense à deux choses. La première, Siri, maintenant, on sait tous dire « dis Siri », ce qui est un peu d'ailleurs ridicule. On pourrait très bien changer le nom. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir un assistant personnel Apple qu'on pourrait personnaliser, qui pourrait s'appeler dans un cas Mac et dans l'autre cas iPhone ou peu importe, ou Toto, et on pourrait dire « dis Toto » à l'iPhone, et d'ailleurs, depuis que je dis « dis Siri », ça fait une demi-heure que mon téléphone est en train d'écrire des trucs. Et voilà, il se demande lui aussi, voilà, vous voyez, donc ça c'est le côté rigolo de la chose, mais on pourrait avoir différents assistants personnels. Et puis, n'oubliez pas que Cortana, chez Microsoft, tourne sur plusieurs plateformes, que Microsoft prétend, est-ce que c'est vrai ou pas, on pourrait faire une analyse comparative, qu'il fait plus de choses, qu'il est plus intelligent, et ça va nous amener à Vive tout à l'heure, qui est le système d'intelligence artificielle créé par les créateurs de Siri, et qui va sortir un jour. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, profitant de la puissance
d'une machine de bureau ou d'un portable équipé d'un processeur haut de gamme pour faire justement un assistant personnel plus intelligent, plus connecté. Moi, je vois ça, je trouve ça très intéressant. L'autre interface serait la 3D gestuelle, c'est-à-dire une caméra, puisqu'ils ont acheté, rappelez-vous, Kinect, etc. Une interface de macOS, puisqu'on est sur macOS, qui, par la caméra, reconnaîtrait les gestes, qui permettrait de faire un classement en bougeant avec 2 doigts d'un côté, 2 doigts dans l'autre, en poussant des fenêtres, des choses comme ça. Moi, je vois bien des petits gestes. Mais ça, c'est autre chose. Ça serait très, très, très nouveau. Petite parenthèse, d'abord pour dire que Guillaume, qu'on a perdu quelques instants, tu devrais réactiver ta caméra qui apparemment est désactivée. Et puis je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que, puisqu'on parlait du Mac Pro tout à l'heure, je crois que c'était à la WWDC justement qu'il avait été annoncé ce fameux Mac Pro. Non. Oui. Si, à WWDC, hein, tout à fait. T'es dit. Alors, c'était en 2013. Il avait été montré, il a un point du voile levé à WWDC, mais il avait été présenté à l'automne. Voilà. Tiens, Jean-Christophe, avance-toi à nouveau, parce que tu es reculé, là, tu es tout petit, voilà. C'est beaucoup mieux si tu es proche de nous. Et moi, je voulais, sachant qu'on parle de la conférence des développeurs, est-ce qu'on pourrait éventuellement espérer avoir des nouvelles de HomeKit que Christophe évoquait justement, parce que c'est vrai que là, en 2015, HomeKit, on n'en a pas beaucoup entendu parler, et moi, je trouve ça un peu dommage, parce que j'aimerais bien voir jusqu'où ils veulent aller avec. La surprise d'Apple, en tout cas pour les fabricants de périphériques que je connais, c'est que tout le monde attendait HomeKit et les specs, on les a eus au niveau logiciel. La grande surprise a été de comprendre ou de faire comprendre aux développeurs qu'il y avait une partie hardware, qu'il y avait une puce de chiffrement, que cette puce, il fallait l'acheter à Apple et qu'il fallait l'intégrer dans des choses existantes déjà. Et ça a pris tout le monde par surprise et certains ont réagi plus vite que d'autres. D'où l'interface Elgato qui vendent à tous les autres en disant « Vous n'avez pas l'ingénierie pour fabriquer cette adaptation HomeKit, nous on l'a fait pour vous, achetez-la, enfin on vous la vend pas cher, mais nous elle est toute prête, vous mettez ça dans votre board et ça marche. » Bon, ça c'est vite dit, hein, parce que vous soudez une petite plaque avec quelques composants sur une autre plaque avec d'autres composants, ça marche pas tout seul, hein, mais ça me dépasse, c'est pas mon domaine. Il y a un peu plus que ça, il y a un peu plus d'intelligence dans HomeKit. Coucou, je suis là. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu veux synchroniser un appareil HomeKit, tu as des manipulations à faire, et par exemple, ton appareil, j'ai eu le cas pour le thermostat Netatmo, que j'ai fait installer la semaine dernière. Le Netatmo, en fait, tu dois avoir le code d'authentification qui apparaît sur l'appareil. Et des fois, ce code, d'ailleurs, est sur la boîte, ça va dépendre en fait des appareils que tu as reliés. Donc en fait, il y a tout un travail aussi qui est dans la chaîne de préparation de l'appareil, qui est où est-ce que je dois mettre mon code, est-ce que je dois le mettre derrière, sur l'appareil, affiché sur un écran à la demande. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est exactement pareil sur le Philips Hue, sur le Bridge, le nouveau. Il y a un code de 4 chiffres qui est sur la boîte. Quand on l'ouvre, si on jette la boîte, on est mal. Ou si jamais on change le système et on réinitialise, il redemande le code qui est sur la boîte. Si on ne l'a pas noté quelque part, on est très mal. Les amis, on ne va pas faire l'intégralité sur la WWDC. Je voudrais qu'on se garde une bonne dizaine de minutes pour parler de l'avenir de l'iPhone en 2016. Et justement, c'est mort. C'est notre sujet pour lequel on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. iWeek, toute l'actu Apple en quasi live pour cette première de 2016. Merci d'être avec nous. On déroule l'année à venir, l'année qui vient de commencer, en s'intéressant maintenant à l'iPhone et sans doute à la vraie nouvelle génération qui devrait arriver au mois de septembre. D'ici là, quand même, disons un mot de l'évolution intermédiaire attendue au printemps. Ouais, l'iPhone 6C éventuellement qui devra arriver au printemps. Ouais. Et qui permettrait de, comme on l'a déjà dit, de maintenir un écran 4 pouces dans la gamme. Ouais, qui déclenche un enthousiasme énorme chez toi, Teddy. Hein. On sent que tu es à fond. Hein. Non mais Teddy, de toute façon, il est en train de finir sa migration à le côté obscur, donc.
Alors, attendez, j'entends Guillaume. Je dis, ça peut être intéressant aussi en fonction plus ou moins intéressant selon le tarif auquel il sera proposé aussi. Hein. C'est ça qui sera important de voir. Est-ce qu'on a du nouveau de ce côté-là par rapport à la semaine dernière ou il y a 15 jours ou pas? Pas d'évolution de tarif? Toujours pas. On attend impatiemment de voir s'il y a des rumeurs. Effectivement, le prix va être le facteur majeur parce que le C, à mon avis, d'après ce qu'on a vu, c'était pour couleur. Il risque d'être décliné dans plusieurs couleurs. Mais enfin, ça, c'est pas nouveau sur un iPhone. On en a déjà 4 pour l'instant. Admettons qu'il soit dans des couleurs plus flashy, pourquoi pas. Mais cheap, je sais pas. Je pense pas qu'Apple l'appellera cheap. Mais étant donné qu'on redescend à un écran de 4 pouces, il y a intérêt à ce qu'il soit pas cher parce que maintenant qu'on est habitué au 4 pouces 7, voire au 5 pouces 5, pour que les gens achètent un 4 pouces, il va falloir qu'il soit vraiment pas cher. Alors la vraie nouveauté, c'était totalement ironique. J'imagine, Guillaume. Non, surtout que ça me fait marrer parce que quand Apple a lancé l'iPhone 5C, tout le monde se dit ouais, Apple, ils ont un iPhone 5 qui serait un 5C, ça a été annoncé en amont et il va être très très peu cher, il va être très agressif en termes tarifaires pour attaquer les marchés émergents, etc. Et puis en fait, c'était un iPhone 5S un peu moins puissant qu'un iPhone 5S, mais surtout avec moins de caractéristiques. Il n'y a pas de Touch ID par exemple, je crois. Et il n'était pas cher du tout parce qu'Apple ne sait pas faire des produits qui sont des produits à des tarifs qui vont aller concurrencer des produits vraiment entrée de gamme. Donc ça n'a jamais été le but en fait pour Apple. Hein. Alors, donc, juste pas d'accord avec Guillaume. Juste, on va pas se battre, enfin, on va pas faire la guerre des prix maintenant. Je voudrais plutôt qu'on s'intéresse à ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone 7 et en partant d'images qu'on a vues fleurir avant l'arrivée de l'iPhone 6. C'était il y a 2 ans cette vidéo. Ouais. Et en fait, il ressemble pas du tout à ça. Pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Voilà. Donc en fait, je vois pas pourquoi on les montre, mais bon. Voilà. parce que c'est un sujet dont on parlait déjà il y a 2 ans. C'était juste pour vous montrer. Ça mieux. Hein? Ouais. Ça mieux. Mieux. Ouais. Explique-moi, Elie. Ce qu'a dit Jonathan Ive récemment dans la dernière interview dont on a parlé de 60 minutes. Le but ultime pour un utilisateur de téléphone, c'est que ce soit un morceau de verre. Point, ouais. C'est tout. Ce qu'on a dit d'ailleurs pour l'iMac. Un morceau de verre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut qu'il soit plus fin. À mon avis, que le bouton Home disparaisse et qu'il ressemble vraiment à un objet neutre. Vraiment, s'ils arrivaient à faire un morceau de verre, ça serait fabuleux. Ouais. Mais là, je l'ai pas sous la main, parce que sinon je vous aurais remontré le Sharp Aquos Crystal que j'avais amené l'autre fois en plateau, et où effectivement les bords ont complètement disparu sur 3 des côtés du téléphone. Donc, je pense qu'Apple pourrait peut-être... Qu'est-ce que ça apporte à l'expérience? Alors là, on est sur une vidéo plus récente. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable, si tu veux, mais en revanche, ce qui est intéressant, et Jean-Christophe peut en témoigner, puisqu'il les a vus les deux côte à côte, c'est que le Sharp, en l'occurrence, a un écran de 5 pouces, et pourtant, si je le mets à côté d'un iPhone 6S, qui est, lui, n'a un écran que de 4,7 pouces, l'iPhone est plus grand. Donc ça permet, si tu veux, d'avoir un écran de plus grande taille dans un encombrement réduit. Oui. Là, la vidéo que je vous montre, là, elle est nettement plus récente, elle a quelques semaines. L'arrière est pas très beau, mais l'avant, ça irait. Le principe de l'écran intégral comme ça, avec le bouton Home qui a effectivement disparu. Ouais, mais là, il montre que l'arrière est moche. Ça pose tellement de problèmes conceptuels, le fait que le bouton Home disparaisse, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le problème, c'est pour beaucoup de gens, le bouton Home, on peut se dire, ouais, mais ça va qu'à disparaître. Mais vous oubliez un truc important, c'est qu'en fait, le bouton Home est énormément utilisé pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de déficience physique et pour les fonctions de tout ce qui est accessibilité. Puisqu'on peut utiliser le bouton Home. Les personnes aveugles, par exemple, l'iPhone est un appareil qui a eu énormément de succès chez les personnes aveugles parce que l'interface est facilement contrôlable. Et il y a une fonction j'avais peut-être trop le nom. VoiceOver, merci, qui permet d'énoncer l'interface quand vous naviguez dessus. Et elle s'active, ces fonctions, par le triple clic sur le bouton Home. Si vous enlevez cette fonction-là sur le triple clic, et l'avantage du bouton Home, c'est qu'il est facilement accessible à la main, si vous enlevez ça, si le bouton Home il est n'importe où sur la surface en verre, ça devient, à mon avis, un peu plus compliqué à utiliser. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Il ne faut pas forcément se limiter au fait que Apple peut dire le bouton il ne sert à rien en physique, il nous en kikine. Qu'est-ce qu'on fait de Touch ID? On le met où sur l'écran?
Ouais, non, mais moi, personnellement, le bouton, je le vois pas disparaître non plus. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, de se dire le bouton home doit disparaître, je suis pas convaincu qu'il va disparaître même dans un Non, moi non futur plus, très hein, proche. honnêtement, je Non, pense mais pas, parce par que exemple- quand tu regardes tout ce qu'on peut faire avec, tu fais un double appui léger pour faire descendre l'écran, Bien tu sûr. fais un appui long pour appeler Siri, enfin, c'est quand même incroyable le nombre de choses qu'on peut faire avec ce bouton home. Je sais pas si on se rend toujours bien compte de ça, quoi. En Donc, fait, les gens s'en rendent compte que leur bouton il meurt. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, tu as la fonction vrai. Assistive Touch, mais qui te permet d'en avoir un virtuel. Pour avoir Ouais. essayé ça sur un iPhone 5, c'est vrai que c'est pratique, parce que ça permet de pouvoir sûr. continuer à utiliser, mais bon, après, sur le long terme, c'est un peu pénible quand même. Ça vaut quand même pas un vrai bouton home physique. Voilà, je vous propose encore quelques images, alors qui ne viennent pas du tout d'Apple évidemment, mais plutôt de l'imagination de fans, voilà, qui s'adonnent un petit peu à la 3D et qui jouent beaucoup avec Photoshop notamment. On trouvera la prochaine émission, on essaiera de trouver des images, des visions d'artistes de l'iPhone tel qu'il aurait dû être dessiné quand on avait les premières visions en 2006. Ah ouais. Ce serait très drôle quand on voit le résultat final. Absolument. Bon, il a quand même pas mal évolué depuis 2007. Hein. Ah, il a évolué depuis 2007, mais surtout qu'un iPhone, l'iPhone en 2006, tout le monde voyait ça comme un OS 10 calqué sur un téléphone de l'époque. Ouais. Alors que ça n'avait rien à voir. Question alors, deux points importants quand même. La recharge par induction. Je sais pas. Ça existe effectivement chez pas mal de leurs concurrents, mais je suis pas sûr qu'il y Et a pas sur eu. l'Apple Watch? Le problème, c'est que ça demande des composants supplémentaires et que ça induit aussi des temps de chargement beaucoup plus longs. Voilà. Donc ça, la technologie est pas très mûre en fait. C'est le revers de la médaille avec la recharge à induction, c'est qu'attention, par contre, ça charge pas vite. Voilà. Donc, Donc ça paraît super sur le principe, puis en fait, on se rend compte qu'avec un bon câble, c'est pas si mal que ça. Quoi. Ouais. Par contre, ce qui me paraîtrait plus intéressant, qu'on a évoqué il y a une semaine ou 15 jours, je sais plus, c'est la disparition de la prise jack, et donc après pouvoir brancher les casques sur le port Lightning, coupler tout ça éventuellement avec iTunes, Apple Music qui passerait en audio HD. Ça, c'est une équation qui m'intéresserait pas mal, ça, pour le coup. Ouais. Moi, j'ai entendu dire effectivement qu'il serait plus fin, un peu comme un iPod Touch de génération actuelle. Bon, ça, c'est pas très difficile. Qu'il soit plus fin, c'est ce que fait Apple systématiquement. Il y aura forcément un processeur plus rapide. Il y aura forcément une meilleure caméra, surtout après ce qu'on a vu dans le reportage. Les 800 personnes qui travaillent rien que sur la caméra, bah, ça serait quand même dommage s'ils ne nous sortaient pas une caméra un peu meilleure. Et un son HD, moi je suis pour, effectivement. Et là, pas de prise jack, je suis... oui, ça me va. L'iPhone 6S Plus, il n'est pas légèrement plus épais que le 6S ? Ouais, mais ça se joue vraiment à rien, c'est 0,1 mm. Il me semblait qu'il est légèrement plus épais pas que l'écran perceptible. 3D Touch. Ouais. C'est ce que je voulais être sûr. Petite question, je ne sais pas si vous avez entendu un sujet sur France Info là, à la fin du mois de décembre qui évoquait justement l'avenir d'Apple en 2016. Le journaliste qui faisait le papier qui n'était pas le Jérôme Colombin, qui était apparemment son remplaçant pour les vacances, faisait tout un morceau, je sais pas pourquoi ça vous fait rire, qui faisait tout un morceau sur la technologie d'écran qui pourrait changer et qui pourrait s'orienter vers la technologie de diode électro-luminescente, autrement dit l'OLED, qui est quand même extrêmement courant chez les autres fabricants que chez Apple. Ouais, mais ça, on en a parlé, je pense qu'il ne faut pas compter ça avant 2018, c'est-à-dire la génération suivante, l'iPhone 8, parce que... Pourquoi ? Je pense qu'on en a parlé de toute façon à chaque génération d'iPhone. Ouais. Voilà, de toute façon, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais voilà, après les choix d'Apple se font pas. La question, c'est est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du OLED avec du 3D Touch, par exemple ? J'en sais rien. Absolument. Est-ce que c'est économiquement valable ? Est-ce que ce qui est valable pour, je sais pas, 10 millions d'appareils peut être fonctionnel également et applicable à grande échelle pour 100 millions d'appareils vendus ? C'est la partie des bonnes questions aussi à se poser. Sur quoi ? Alors, si on vous demandait de miser sur trois nouveautés pour l'iPhone 7, qu'est-ce que vous donneriez ? Sur quoi vous miseriez ? Teddy ? Plus. Moi, je dirais en fait des fonctions qui sont liées finalement, c'est-à-dire, comme je l'ai dit avant, la disparition de la prise jack, ça en fait une, ce qui permet de faire un smartphone plus fin, ça en fait deux, et d'avoir des fichiers audio en haute définition, ça en fait trois. Voilà, pour moi, les trois qui m'intéresseraient. Guillaume ? J'en sais rien. Je sais pas. Non, mais je sais pas aujourd'hui ce qu'on peut attendre d'un smartphone. C'est une question super compliquée. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui ? Moi, je sais pas tout ce que je fais mon smartphone aujourd'hui. Je trouve que c'est génial déjà qu'il en fasse autant pour un appareil qui tient dans ma poche et voilà. Et si sur France Info, il était question d'un écran flexible.
Oh Non, mais ça, je pense demander à LG. Non, mais c'est ça, parce que le reste des composants, il n'est pas flexible, lui, hein, je te rassure. Ça a eu tellement de succès que LG, qui en a fait 2, ne fera pas de LG Flex 3. Et il était précisé que ça éviterait Apple un nouveau Bendgate. Ouais, enfin, tu as entendu parler pour le 6S Plus. Donc en fait, la France Info, c'est vrai, en train d'expliquer, c'est qu'ils prennent des stagiaires pour les vacances, en fait. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Ils arrêtent, hein. C'était pas Ils peuvent embaucher des journalistes aussi. C'était pas inintéressant, mais voilà quoi. Bon les amis, vous savez quoi ? On est arrivé à la fin de notre émission, notre première émission de l'année. Bah oui, ça passe super vite. Et heureusement, 2016 ne fait que commencer. Et donc, on pourrait, vous savez, on pourrait à la fin de l'année 2016 repasser cette émission tout à fait. Et voir sur quoi on se sera trompé ou pas. Bah, tu verras que j'aurai raison comme d'hab. On n'a pas du tout parlé d'iOS. Eh ben non. Ça me semble au contraire être un chantier énorme pour 2016. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et on n'a pas parlé d'iTunes non plus, qui est un énorme chantier pour 2016 C'est travaux de terrassement qu'il faut faire là. Voilà. Salut les amis, je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup à tous les 4. C'était un plaisir de vous retrouver. Bonne année. J'espère. Bonne année à tous encore. J'espère passer plein de mardis avec vous et on espère passer plein de mardis avec vous. La semaine prochaine, émission de 2 heures. Voilà, on espère vous proposer une émission spéciale en duplex avec le CES de Las Vegas où je serai avec Alexandre Lenoir et peut-être Elie s'il trouve un billet d'avion à moins de 10 000 euros. Voilà, on va essayer de lui trouver ça. D'ici là, passez une excellente semaine sur Watch et puis ne ratez pas ce rendez-vous qu'on vous donne depuis Las Vegas. 6, 7, 8, 9 janvier à 22h, on sera en direct du CES sur Watch. Salut à tous et dans tous les cas, à la semaine prochaine. Ciao.